Oui, je commencerai en vous souhaitant à tous la bienvenue dans ces assises et en remerciant, m'associant à tous les remerciements qui ont été formulés avant mon intervention. Et je salue globalement l'ensemble des autorités pour ne pas consommer trop de temps en formalité, si je puis dire. Je voudrais réfléchir rapidement sur les raisons du succès du centenaire et de sa commémoration, parce que la commémoration de la Grande Guerre à l'école a été un succès. Cela a été assurément un travail de mémoire. Et la prise de conscience, on vient d'en avoir un exemple, de tout ce que la société française a souffert pendant plus de 4 ans, et surtout de tout ce que les soldats ont enduré, les blessés, les centaines de milliers de jeunes hommes tués alors qu'ils avaient leur vie devant eux. Et nous nous sentons, et je pense qu'il est bon de le dire, de le rappeler, nous nous sentons confusément et indirectement bénéficiaires de leur sacrifice, car si nous avions perdu la guerre, l'Alsace-Lorraine se serait doublée d'un Nord-Pas-de-Calais et de quelques Ardennes devenues allemandes. C'est quelque chose que l'on ne rappelle pas. On parlait tout à l'heure dans ce court extrait des valeurs de la République. Les soldats de 14-18 se sont battus surtout pour éviter une défaite qui aurait été une amputation charnelle aussi importante que celle de 1870. 1870, c'est 40 ans avant la guerre de 14. C'est plus près de 1914 que 1968 n'est près de nous aujourd'hui. Mais nous nous sentons aussi, si nous en sommes bénéficiaires de leur sacrifice, nous nous en sentons aussi un peu confusément coupables. Ce n'est pas nous qui les avons envoyés se faire massacrer sous les obus, mais quelque part quand même, ce n'est pas nous non plus qui avons déporté les Juifs et les avons exterminés à Auschwitz, mais nous éprouvons une sorte de culpabilité confuse. La commémoration, ça n'a pas été seulement ça pour l'école, ça a été aussi une occasion à saisir, une opportunité. Pour l'école, mais pas seulement pour l'école. Les producteurs de documentaires ou de spectacles, les organisateurs d'expositions ou d'événements culturels avaient là un sujet d'actualité et une ressource exceptionnelle. D'une part, l'intérêt de l'opinion pour la guerre de 1914 était déjà très vif. Regardez ce qui se passait sur Internet. Regardez le site Parole 14-18. Il ouvre en 2006, il n'a pas attendu le centenaire. Les reconstitueurs se pressent en foule. Ils n'ont pas attendu le centenaire pour se mobiliser. Le nombre de publications est considérable et il ne cesse de croître et il culmine en 1914. Les activités associatives sont innombrables. Donc, vous aviez un contexte profondément et fortement porteur. Et deuxièmement, vous aviez, pour faire travailler les élèves, des ressources documentaires d'une rare richesse, car la guerre de 1914 a laissé évidemment beaucoup de traces. Et ces traces, désormais, pour les plus importantes d'entre elles, sont accessibles en ligne. Il suffit de quelques clics pour savoir quelle a été la campagne de votre grand-père ou de votre arrière-grand-père. Donc, pour les enseignants qui cherchaient des centres d'intérêt sur lesquels faire travailler leurs élèves, qui voulaient les faire travailler autrement, il y avait là une occasion à saisir, un thème privilégié. Et il n'y a rien d'étonnant si les projets ont été particulièrement nombreux dans les zones d'éducation prioritaire et dans les lycées professionnels.
La question qu'on peut se poser, et que je me sens responsable de poser, est celle de ce qui vient après. De nouvelles commémorations sont-elles envisageables, même dans un contexte moins porteur, car nous ne retrouverons pas toujours un contexte aussi bien disposé. À cette question, j'apporterai une réponse positive, car le succès de la commémoration à l'école ne s'explique pas seulement par ces conditions exceptionnelles. Elle est aussi l'effet d'une double mobilisation institutionnelle. D'abord, celle de l'éducation nationale elle-même, cela vient d'être rappelé, et notamment par le ministre. Le rôle du dispositif d'encadrement mis en place, notamment avec les référents mémoire auxquels Joseph Zimet adressait ses remerciements il y a un instant, les comités académiques ont joué un rôle décisif. Décisif non pas seulement en stimulation ou en conseil, mais parce qu'il était essentiel que les initiatives locales fussent reconnues, qu'elles ne se déroulent pas dans l'anonymat et la clandestinité, comme beaucoup d'initiatives de ceux qui veulent enseigner autrement. Il était essentiel que les professeurs et les élèves qui entreprenaient des projets commémoratifs fussent valorisés. Les responsables de l'éducation nationale, permettez à un historien en longue durée de le dire, les responsables de l'éducation nationale n'ont pas toujours conscience de leur poids symbolique. Les professeurs et les élèves qui innovent ont parfois besoin d'un peu d'argent. Ils ont toujours besoin qu'on leur donne du temps et de l'attention. Pour une fois, ce n'est pas tout à fait la seule, mais pour une fois, ils en ont reçu. Et c'est un des facteurs essentiels du succès de la commémoration à l'école. Seconde condition, la mobilisation de la mission du centenaire. Et là aussi, les symboles ont joué un rôle majeur. La labellisation, qui nous a demandé pas mal de travail, je dois le dire, et heureusement, le conseil scientifique était suffisamment nombreux pour pouvoir se fragmenter en sous-commissions chargées de ceci ou de tel type de projet, et des commissions où on se retrouvait quand même à 5 ou 6, donc avec une possibilité de gérer les absences et de gérer surtout les piles de dossiers. Mais la labellisation, elle valait comme garantie de qualité. Nous avons en effet, passez-moi l'expression, retoqué un certain nombre de projets qui ne nous paraissaient pas suffisamment aboutis. Nous avons notamment refusé de labelliser tous les projets de visite à Verdun ou sur la Somme qui n'étaient pas accompagnés d'un travail de préparation et d'exploitation. Nous n'avons pas répondu en disant la mission n'est pas une agence de tourisme, mais c'était ça notre sentiment profond. C'est bien de visiter les champs de bataille, mais à condition qu'il y ait eu un travail de préparation et qu'il y ait un travail d'exploitation. S'il n'y a pas ça, c'est du tourisme, ça occupe les élèves, mais ça ne les forme pas. Bon, donc la labellisation était jusqu'à un certain point une garantie de qualité. Mais c'était surtout une reconnaissance extérieure au monde éducatif. Ce qui se passait à l'intérieur des murs de l'école prenait du coup une autre dimension parce que par la labellisation et par la mission, cela se rattachait à un ensemble national. Et l'éducation nationale est très rarement, enfin elle n'est pas totalement fermée sur elle-même, mais elle a très rarement le sentiment direct, immédiat, que ce qu'elle fait se rattache à un mouvement d'ensemble de toute la société. Ces deux conditions, il est tout à fait possible de les réunir de nouveau. Une reconnaissance active de l'institution
et une valorisation extérieure pour susciter et reconnaître des formes de travail scolaire diversifiées et efficaces. Il y a d'ailleurs, dans l'éducation nationale, le concours national de la résistance et de la déportation qui s'y emploie depuis plus de 50 ans. Ça a dû commencer au début des années 60. Et on pourrait très bien multiplier ce type d'initiative. Alors, certains en redoutent la concurrence. Et c'est vrai qu'il y aurait lieu de faire attention à ne pas, comment dirais-je, faire qu'elles se marchent les unes sur les autres. Mais on pourrait penser au contraire à multiplier ce type d'initiatives en les coordonnant et en travaillant leur articulation plus ou moins directe au programme. Je conclus ces quelques remarques sur la commémoration à l'école, vous l'aurez compris, en souhaitant que cette commémoration fasse école. Merci de votre attention.